Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h. Merci de nous retrouver sur la DSTV pour suivre le journal. Voici les titres. Les locales divisent la coalition Benno Bokk Yakaar. Le choc des ambitions hypothèque l'avenir de cette coalition qui a porté au pouvoir Macky Sall un malaise grandissant décortiqué par des analyses à suivre dans ce journal. Les locales, c'est le branle-bas dans certaines régions. Le dépôt des listes se fait dans la précipitation. Aux dernières heures, c'est la débandade au niveau des préfectures à Saint-Louis, Kolda. C'est la guerre entre coalitions et partis. Maître Abdoulaye Wade présente ses condoléances à la famille Layène. L'ancien chef d'État a été reçu par le Khalif qui l'a invité sur le terrain de la paix pour l'intérêt du Sénégal. Une visite de courtoisie après Touba et Tivaouane pour la cause Karim. Et puis enfin, fête du 1er mai, demain les centrales syndicales se feront entendre pour des revendications sociales avant de remettre un mémorandum au chef de l'État. Un autre corps de travailleurs élève déjà la voix pour décrire les mauvaises conditions de travail. Voilà pour le sommaire. Le président Macky Sall a reçu le rapport 2013 de la Sénat, un travail que Macky Sall a salué. Selon le chef de l'État, le Sénégal est un pays où la transparence n'est plus mise en cause. Grâce au travail remarquable de la Sénat, pour les prochaines élections locales, le chef de l'État appelle au calme et à la sérénité. Nous écoutons Macky Sall au micro de Mamadou Aoundiaye et Libas Nder. La démocratie est l'un des plus grands acquis de notre pays et nous devons à tout prix la préserver. Elle a ses exigences, la démocratie. Le dialogue est une de ses composantes essentielles. Celui-ci implique des divergences, parfois, des différences certainement, mais nous ne devons avoir pour seul objectif et pour seule motivation que l'intérêt général et le bien-être de nos populations. Nous devons toujours privilégier le dialogue et le consensus dans le respect du choix des Sénégalais, tel qu'il s'exprime à travers les urnes. C'est le seul moyen d'éviter à notre cher Sénégal de tragiques soubresauts qui affectent le destin de nombre de pays sur le continent africain. Ainsi seulement, pourrons-nous continuer à faire du Sénégal le havre de paix qu'il a toujours été. Les élections locales vont se dérouler le 29 juin 2014. Avec l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, vous l'avez rappelé, ces élections reconfigurent la géographie du pouvoir local et imposent de nouvelles responsabilités qui sont de nature à susciter davantage de rivalité. On le constate déjà dans le dépôt des différentes listes qui font que ces élections locales, au fond, sont devenues plus une activité citoyenne de quartier, de ville ou de village qu'une activité même politique. Et je m'en réjouis. Et je me dois également d'en appeler à la sérénité et au sens des responsabilités de chacune et de chacun pour le respect des règles démocratiques et l'application scrupuleuse de bonnes pratiques électorales, ce qui évidemment exclut tout recours à la violence sous quelque forme que ce soit. L'intérêt du pays doit être placé au-dessus des contingences idéologiques et politiciennes et comme par le passé, la sérénité doit prévaloir pour que les élections se déroulent dans le calme. 2013 a été une année de pause électorale, mais la Sénat n'a pas chômé. La révision des listes électorales en est la preuve. Doudou Ndir salue le respect dont bénéficie la Sénat aux yeux des étrangers. Doudou Ndir que je propose d'écouter au micro de nos reporters sur place. L'année 2013 a été une année de pause électorale. Néanmoins, notre institution n'est pas restée inactive. La révision exceptionnelle des listes électorales a connu un certain nombre de prorogations afin de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de s'inscrire et par la même occasion mettre à jour le fichier électoral et la carte électorale. Les élections locales pointent à l'horizon et déjà naissent des agitations au sein des états-majors des partis politiques, de la société civile et des organisations féminines.
l'engouement et la forte affluence aux inscriptions sur les listes électorales nous font espérer un taux de participation appréciable pour les scrutins à venir. La distribution des rôles et responsabilités au sein des collectivités locales suscitera naturellement des ambitions et fera naître des passions saines, nous le souhaitons, au niveau des candidats postulants. Les élections locales se définissant comme des scrutins à la base, avec comme corollaire une certaine sensibilité du fait de l'importance des populations qu'elles impliquent. La Sénat est appelée par conséquent à être plus attentive sur l'exploitation judicieuse du code électoral. Elle exhorte dès à présent à plus de vigilance quant à la prise en considération du nouveau code électoral dont notre pays s'est doté récemment. Voilà, nous restons justement avec les élections locales du 2014 pour vous dire que les listes tout azimut déposées renseignent du malaise au sein de Benno Bokk Yakaar. Cette coalition va-t-elle survivre face au choc des ambitions des différents partis politiques? Quel avenir pour cette coalition qui a porté Macky Sall au pouvoir? Ousmane Sène et Momar Diagne nous en font la lecture. Reportage Ramtoula Diankaba. La mayonnaise n'a pas pris longtemps. Benno Bokk Yakaar semble au bord de l'implosion à l'approche des locales. La paire est accusée de subterfuge pour mettre la main sur le maximum de sièges. Et puisqu'à malin et demi, certains alliés ont tout bonnement préféré faire cavalier seul ou avec des formations autres que la paire. Il y avait le parti présidentiel qui a envie de se donner une nouvelle assise, surtout au niveau des collectivités locales. L'autre sous-enjeu, c'est que par rapport par exemple à la présidentielle 2017, il y a un enjeu incontestable, c'est la bataille pour le contrôle des nouvelles collectivités locales. Benno, en politique, je crois qu'il y a de fortes chances qu'après un certain délai, que ça aboutisse à une séparation. Pour Momar Diagne, les résultats des locales vont redéfinir les rapports de force dans la classe politique et la démocratie ne s'en portera que mieux. Après les élections locales, à la proclamation des résultats, je pense que les alliés de la majorité présidentielle vont se retrouver pour constituer, tenter de constituer des majorités municipales, des majorités départementales au niveau des nouvelles collectivités locales. Il y a un bénéfice démocratique pour le Sénégal parce qu'il est possible qu'on n'ait pas des majorités municipales monocolores. Il est possible qu'au niveau des majorités municipales et départementales qui vont être assises après le 29 juin, qu'il y ait vraiment une vraie démocratie. Ousmane Sène, qui ne veut pas prophétiser sur l'avenir de Benno Bokk Yakaar, estime que les résultats des locales détermineront la suite. Les locales pourraient peut-être les convaincre de l'opportunité de leur option, c'est-à-dire y aller en rang dispersé, ou alors les locales les persuaderont de la nécessité de rester ensemble pour pouvoir avoir un poids suffisamment conséquent pour affronter les élections présidentielles de 2017. À mon avis, je crois qu'ils gagneraient beaucoup plus à être ensemble, mais à nouveau, on est dans le champ politique. Toute personne qui fait de la politique a une seule ambition: être porté au pouvoir. Avec le nouveau code des collectivités locales, les municipalités suscitent plus de convoitises et la bataille s'annonce âpre. Beaucoup de partis ou de responsables de partis risquent d'y laisser des plumes. Par ailleurs, à Saint-Louis, les représentants et autres mandataires des partis politiques et coalitions ont passé toute la nuit à confectionner les listes qui devaient être déposées à la préfecture. Sur les 13 coalitions et partis en liste pour les prochaines élections locales, 11 ont pu déposer des listes acceptées par la commission départementale de réception de ces dossiers de candidature. Sur place, nous retrouvons Moussa Ousmane Diagne et Abdouboy. Nous sommes à la préfecture de Saint-Louis. Il est exactement 21h30. Les représentants des partis et coalitions qui seront en liste pour le scrutin du 29 juin prennent d'assaut les couloirs de la préfecture. Accompagnés de leurs lieutenants, les principaux candidats avec une mine décontractée trouvent un coin pour procéder aux derniers réglages sur les listes qui seront proposées. L'attente fut très longue.
0h45, le préfet et son équipe reçoivent les dossiers de candidature de la commune de Pâle et de Saint-Louis. Vous voyez, nous sommes venus ici depuis 21h. Il fait presque 8h du matin. Nous sommes dans les coulisses de la préfecture. C'est dire qu'effectivement, bon, ça n'a pas été chose aisée. Mais de toute façon, nous avons rempli notre devoir en tant que mandataire. Nous ne nous sommes pas vraiment alliés à des partis légalement constitués. Nous sommes partis seuls et nous comptons en fait sur ce que nous appelons la société civile, les associations, les structures socio-éducatives, les structures socio-professionnelles et disons cette majorité silencieuse qui finalement a son mot à dire. Et qui... Nous avons senti aujourd'hui l'honneur d'être un véritable Saint-Louisien parce que l'acte que nous venons de poser matérialise un sens très profond de l'intérêt que nous avons pour défendre notre ville. Vingtaine de formation politique, donc c'est un jeu qui relève beaucoup plus de l'acrobatie que d'autres choses. Donc nous rendons grâce à Dieu pour avoir fait nos listes sans anicroche, sans difficulté. Du côté des autorités administratives, on se félicite du bon déroulement des opérations de dépôt des listes malgré la durée des concertations. Les dépôts se sont passés dans d'excellentes conditions, mais vous imaginez le Sénégalais, il est retardataire par nature, ce qui est déplorable. Donc c'est à partir de minuit qu'il y a eu un rush et ils font des réglages de dernière minute, ce qui fait que on n'a pas pu avoir le dépôt terminé, bouclé à date échue. Au total, 12 partis et coalitions au niveau de la commune de Saint-Louis ont déposé leur liste et pour la commune de Pâle, 3 formations sont sur la ligne de départ. Et puis en bref, dans la capitale de la région sud, c'est finalement 11 partis et coalitions de partis qui seront au départ de la conquête du conseil municipal. Jusqu'à 11h ce mercredi, les ajustements et dépôts des listes se sont poursuivis à la préfecture de Ziguinchor. L'Union pour le développement de Ziguinchor-Kadiamor, dirigée par Abdoulaye Baldé et Benno Bokk Yakaar de Doudouka et Benoît Sambou, ont attiré l'attention. Nous restons dans le sud du pays pour vous dire que le maire sortant de Ziguinchor, candidat à sa propre succession, a levé un coin du voile sur les personnalités et responsables de partis qui composent sa coalition dénommée Union pour le développement de Ziguinchor-Kadiamor. Ce face-à-face avec la presse est le moment choisi par Abdoulaye Baldé pour justifier son refus de satisfaire à la demande du président de la République et de son ministre de la Jeunesse quant à une alliance entre l'UCS et l'APR pour les locales du 29 juin. Suivons ces explications. Donc si j'ai choisi de créer un parti politique et de dire je pense que j'étais le premier à dire que j'allais être candidat en 2017. C'était en mars déjà 2012. Par conséquent, si j'ai pris cet engagement, je pense que c'est un engagement résolu. Donc je ne trahirai personne. Je ne pense pas que ce soit des postes ministériels qui feront que je vais peut-être renoncer à cette ambition, qui suscite déjà beaucoup d'espoir. J'ai parcouru toute la Casamance et je sais un peu l'espoir que cela a suscité. Ce serait une grande trahison au peuple, en tout cas aux populations qui déjà se projettent en 2017 que d'aller en tout cas dans le sens inverse, reculer. J'ai rencontré Macky Sall, bon, mais c'était une rencontre tout à fait familiale et fraternelle. Donc nous avons, c'est vrai, discuté un peu de la Casamance, des problèmes de paix, mais un peu de politique aussi. On a étudié un peu l'éventualité de pouvoir aller ensemble à Ziguinchor. Mais je considère que, compte tenu des ambitions que nous avons tous ici, je considère qu'aller avec la paix ça allait brouiller les cartes un peu. Peut-être sur le plan politique, il n'y aurait pas une bonne compréhension de ma démarche. Donc par conséquent, je préférais aller tout seul.
Voilà, nous restons dans le sud du pays pour vous dire que de la bousculade, il y en avait hier à la préfecture de Kolda. Certains mandataires venus déposer leur liste y sont restés jusqu'à 6 h du matin. S'afférant au dernier réglage, des investis étaient aussi veillants sur le moindre fait et geste des mandataires qu'ils soupçonnaient peut-être de vouloir truquer à les listes. Benno Bokk Yakaar a même perdu sa liste départementale. Il faut noter qu'à Kolda, 4 coalitions et plusieurs autres partis iront à la conquête de la mairie dirigée par le maire Bekay Diop. Sur place, Bokar Kandé. De 22 h à 6 h du matin, les mandataires occupaient l'enceinte de la préfecture de Kolda. L'AFP, le Bokk Gis Gis, le Modèle et le BCG sont les seuls à avoir déposé avant minuit. Les autres coalitions et partis retardataires avaient pris leurs précautions de récupérer leurs jetons bien avant minuit pour signaler leur présence dans les locaux de la préfecture à l'autorité administrative. Il fallait régler quelques détails avant de déposer les listes. Tout se passe sous le regard attentif de quelques investis. Ils soupçonnent sûrement les mandataires de vouloir truquer les listes. C'est comme si on a tenté au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, leur liste départementale avait disparu. J'ai inscrit une personne, une deuxième personne. Non, je ne peux pas inscrire. Le Benno Bokk Yakaar s'est affairé à dresser une autre liste départementale avec les mêmes investis. Dans la commune de Kolda, 4 coalitions postulent pour la mairie. Il s'agit de Bamtare Fouladou, du Benno Bokk Yakaar, de Nafoore Fouladou et de l'Alliance nationale pour le développement du Sénégal. Des partis légalement constitués iront seuls. Le Bokk Gis Gis qui bénéficie du soutien d'une partie de l'UCS. L'AFP reçoit des responsables politiques de l'Alliance pour la République. La liste de l'AFP est conduite par El Hadj Mamadou Diaw. Le Benno Bokk Yakaar se divise ainsi en 2 groupes. Le ministre Abdoulaye Baldé reste la tête de liste de la paix et alliés. Fabou Legaye est à la tête de la coalition Nafoore Fouladou, constituée du PDS et de l'UCS. Tous ces candidats feront face à Bekay Diop, le maire actuel, qui reste toujours populaire à Kolda. Un seul mandat et 0 parti politique, c'est le titre du livre du chercheur Ibrahima Sow. Ce dernier a initié une table ronde à l'occasion de la sortie de son livre pour discuter de la question de la transhumance, dont il nous parle ici des causes, des conséquences et des remèdes. Nous l'écoutons au micro de Hassan Diop. Il y a 2 choses qui m'ont fait organiser cette table ronde. D'abord, la recrudescence actuellement, disons, de la transhumance au Sénégal, comme on l'a noté dans tous les journaux. Et deuxièmement, parce que j'ai donc produit un ouvrage qui, à mon avis, traite de cette question-là et donne un peu la solution. Donc c'était un peu pour le lancement aussi de cet ouvrage que j'ai fait, disons, cette table ronde sur la transhumance. Souvent, quelqu'un a parlé ici de la personnalisation, disons, des faits de transhumance. La transhumance, c'est comme les bêtes, en fait, qui changent de prairies pour aller brouter là où l'herbe est la plus grasse. D'autres même nous ont dit qu'il ne faut pas du tout insulter les bêtes de nos parents, les peuls. Donc ils pensent que les transhumants sont encore en dessous même, disons, des bêtes de le faire. C'est surtout des catégorisations, disons, morales qui sont honnies, une banalisation de l'éthique, donc qui semble être corroborée par, disons, même la mentalité collective qui accepterait ce genre de truc. Il faut d'abord penser à la famille, il faut transhumer parce qu'on a des intérêts à sauvegarder ou parce qu'on veut quelque chose ou parce qu'on craint d'aller en prison. Tout ça, ce sont des explications. Alors la transhumance, à mon avis, tient plutôt, disons, de l'ordre, disons, d'un système. Tout est centré autour du président de la République, autour du personne du président de la République et autour, disons, de cette idée de massification de son parti. Parce que tout ça est lié et surtout c'est lié au fait que le président de la République veut briguer un second mandat. S'il n'avait plus cette, disons, cette contrainte majeure d'avoir à massifier un parti pour un second mandat, dans l'ordre de priorité, c'est d'abord il accepte les transhumances pour avoir massifié son parti. La massification du parti, la suite logique, c'est de briguer le second mandat. Voilà, après Touba et Tivaouane, c'est au tour de Yoff Layène d'inviter l'ancien chef de l'État sénégalais à cultiver la paix pour la stabilité du pays. Maître Abdoulaye Wade était ce jeudi dans la cité de Mamlima Moulaye pour présenter ses condoléances suite au décès de l'épouse du Khalif. Compte rendu des Aram Touré et Asba.
L'ancien président du Sénégal continue son périple. Après Touba et Tivaouane, Abdoulaye Wade a rendu visite au Khalife des Layènes suite au rappel à Dieu d'une de ses épouses. Maître Madické Niang, qui était de la délégation, a présenté les condoléances du chef de file du PDS. C'est normal que le président Abdoulaye Wade soit ici. Il a d'excellentes relations avec le Khalife. S'il n'était pas hors de Dakar, il serait le premier à se présenter ici. Le porte-parole du Khalife a ensuite délivré le message de Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. Il invite le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais à œuvrer pour la paix et la stabilité du Sénégal. Rien que la paix, que Dieu nous l'accorde. Le Khalife dit qu'un enfant agit avec la force, mais un homme mûr use de son esprit et il compte sur vous. Serigne Abdoulaye Thiaw Laye est convaincu que vous agirez pour le bien du pays parce que vous aimez le Sénégal. Un message qui rejoint celui du Khalife général des Mourides Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et du porte-parole de la famille Sy, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Cela fait quelques jours que Maître Wade est à Dakar, un retour hautement politique si l'on se réfère aux propos du pape du Sopé. À Sédhiou, la récurrence des cas de violence faite en milieu scolaire inquiète le club École Amie des droits humains du lycée Ibou Diallo. Il a à cet effet réuni les gouvernements scolaires des différents lycées et collèges de la commune pour les former à jouer pleinement leur rôle dans la pacification de l'espace scolaire, notamment dans les relations entre élèves et professeurs. Robert Djandji. La région de Sédhiou est souvent citée dans des cas de violence faites aux jeunes filles. Et malheureusement, à tort ou à raison, les enseignants qui sont chargés de l'éducation de ces dernières sont souvent indexés, ce que déplorent les autorités académiques. Plusieurs rapports, en tout cas, incriminent directement les enseignants. C'est pourquoi c'est très inquiétant que la frange, la catégorie, n'est-ce pas, de famille qui, au niveau scolaire, est chargée vraiment de protéger, d'enseigner, d'éduquer les enfants. Si cette catégorie d'acteurs se révèle être le principal violeur entre parenthèses des droits de l'enfant en milieu scolaire, c'est inquiétant. Mais comme je l'ai dit, dans l'ensemble des corporations, il y a toujours des brebis galeuses. Et même s'ils sont provoqués par les jeunes filles, il est défendu aux enseignants de les regarder avec d'autres yeux que celui de l'éducateur. Les filles comme les profs ont leur part de responsabilité. Mais ces derniers doivent prendre leurs responsabilités et reconnaître qu'ils ne sont pas là pour sortir avec leurs élèves, mais plutôt pour les éduquer. Nous avons surtout besoin qu'ils nous éduquent. Peut-être que si nous prenons le facteur âge, nous pouvons dire que nous sommes de la même génération, mais ils doivent quand même mettre en avant le rôle d'éducateur, plutôt que de chercher à entretenir une relation amoureuse avec leurs élèves. Les gouvernements scolaires vont être mis à contribution pour mieux lutter contre ces violences faites en milieu scolaire. Les gouvernements scolaires doivent jouer un rôle, n'est-ce pas, important dans la pacification de l'espace scolaire. Ouais. Donc, à eux aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui que dans le cadre de la prise de décision, ils sont associés. Donc, je pense que normalement, eux aujourd'hui, ils doivent être, n'est-ce pas, des sentinelles, n'est-ce pas, pour la démocratie au niveau de l'espace scolaire. Le club École Amie des droits humains du lycée Ibou Diallo compte ainsi par la sensibilisation amener les différents acteurs du lycée à adopter des comportements plus responsables qui bannissent les cas de violence faits en milieu scolaire. La paix en Casamance tout de suite et maintenant, c'est bien possible. Une assurance du mouvement M3K, cette structure qui regroupe en son sein les filles et fils des combattants du MFDC, établie à Ziguinchor, était en conclave dans la capitale de la région sud pour une restitution d'une mission menée au sein du maquis. Correspondance Cheikh Sissi Kabassissé. Mais qui donc n'a pas d'intérêt à ce que la paix définitive règne en Casamance? La question a préoccupé les membres du M3K à Ziguinchor. Ce mouvement qui regroupe les fils de combattants des MFDC et dont la tête de file revient d'un séjour dans le maquis où elle aurait pris langue avec Salif Sadio, n'a pas porté de gants pour réclamer la mise à touche de certaines organisations qui œuvrent dans le processus de paix. Je vous ai montré ces images du maquis pour vous montrer les actions de Salif Sadio et aussi les autres combattants qui œuvrent quand même pour la paix en Casamance. Donc ne nous leurrons pas, ces combattants, ils veulent la paix en Casamance, hein? Ils le veulent aujourd'hui. Et aussi on sent que le président, il est en train de chercher où mettre les pieds pour chercher, pour avoir la paix. Mais moi je vous dis, Excellence, c'est simple. Ce ne sont pas les cadres, je vous dis honnêtement et directement. Ce ne sont pas les mamans plateformes de la femme.
c'est nous, enfants des combattants, qui pourrons ramener la paix ici en Casamance. Papa cadre, maman plateforme et autres. Soyez fiers de vous-même. Renoncez aux intérêts personnels. Allez patauger dans le maquis avec les serpents et autres et voir les maquisards, parler avec eux. On sait comment le faire. Si l'excellence Macky Sall veut vraiment qu'on en finisse, il n'a qu'à envoyer les enfants des combattants qui sont fatigués pour aller quand même réconcilier, rassembler leurs parents et on en finisse. Au bout de 24 heures, on aura des résultats. Ça, c'est moi qui vous le jure. Mais s'il ne veut pas le faire, ça veut dire que la paix ne les arrange pas eux seuls, eux tous. Ce conclave, qui a duré 3 tours d'horloge, a permis aux participants non seulement de mettre un visage au nom du chef de guerre du Front Nord, Salif Sadio, à travers ce film, mais surtout d'inviter le chef de l'État à passer par eux, fils de combattants, pour établir un dialogue direct avec les chefs de guerre pour une paix définitive en Casamance. Et puis en bref, l'Association pour la promotion et la responsabilisation des acteurs de la pêche à Mbour, APRAPAM, a dénoncé la non-implication des professionnels du secteur dans les négociations ayant abouti à la signature d'un protocole d'accord de partenariat et de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. L'ONG internationale Greenpeace demande aussi au gouvernement du Sénégal de reconsidérer les termes du nouvel accord de pêche qu'il a signé avec l'Union européenne. Automatisation des femmes, autonomisation plutôt, des femmes de Kayar. Ces dernières peuvent désormais mener leurs activités normalement grâce à l'installation d'une nouvelle unité de transformation. Cette infrastructure a une capacité estimée à 2 tonnes par jour. Le point tout de suite avec Gustave Emmanuel Faye. L'espoir est permis avec cette unité de transformation, même si les ressources halieutiques se font de plus en plus rares. Bienvenue à tous nos hôtes. Et remerciements à tous nos partenaires qui ont participé, qui se sont mobilisés pour la réalisation de cette unité. Les femmes transformatrices et le réseau des femmes de la pêche se solidarisent avec leurs consoeurs de la région de Tambacounda et de Kédougou pour une meilleure distribution. Cependant, la gestion durable de la pêche contribue à l'autonomisation de la femme et à la sécurité alimentaire. Elle contribuera également à la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des femmes transformatrices à Kayar grâce à une meilleure valorisation des produits halieutiques. Cette valorisation passe à l'amélioration de l'hygiène, de la qualité et de la légalisation du ketchup de Kayar. Sauvegarder, protéger la bande de filao est une activité vitale pour réussir ce processus. C'est aussi quand vous trouvez des pains de filao pour transformer ces poissons. Et ne croyez pas que les choses sont éternelles. Rien n'est éternel. Tout ce qui vit finit par mourir. Alors cette bande de filao qui vous fournit ce pain, qui vous permet de transformer votre poisson, doit faire partie aussi de vos préoccupations. Vous devez alors le reforester. Vous devez aussi le protéger parce qu'il accompagne tout le circuit de la transformation de votre yaboy. C'est vers cela que je veux vous amener. Et c'est pour cela que je félicite nos amis qui sont venus de Tambacounda. Et je m'engage là à aussi faire une commande. Oui, je vais aussi faire une commande. Je vais aussi acheter 5 tonnes de yaboy transformées par cette unité. Parce que je veux l'amener à Kolda, je veux l'amener à Sédhiou, je veux l'amener à Kédougou, pour montrer aux femmes de ces localités qu'il existe des femmes ici à Kayar qui sont prêtes à les servir. Cette unité de transformation doit encourager le processus de mise aux normes des sites de transformation artisanale au Sénégal, avec comme résultante emploi et meilleurs revenus pour les femmes évoluant dans ce sous-secteur. Du 1er mai, la fête des travailleurs au Sénégal, comme à l'accoutumée, les syndicalistes marqueront ce jour de leur empreinte. Ils en profiteront pour formuler leurs doléances. En attendant d'étaler leurs préoccupations dans la rue, les travailleurs, les transporteurs se sont confiés à nos reporters, notamment sur les maux qui gangrènent leur secteur. Reportage Mamdiaou Diallo et Yibi Diallo. Comme chaque année, les travailleurs profitent de la fête du 1er mai pour marquer au fer rouge les maux qui sous-tendent leur secteur.
Pour la fête du travail, tous les segments de la société étalent leurs doléances. Comme c'est le cas ici au garage Jean Jaurès, l'odeur infecte des urines qui titillent les narines donne un aperçu des conditions difficiles de ces travailleurs. On rencontre d'énormes difficultés. Actuellement, rien ne marche dans le secteur des chauffeurs. Les ambulants aussi crient leurs mots. Pareil chez les commerçants. Mes clients ne font que se lamenter à longueur de journée. Notre bonne affaire dépend des travailleurs. On n'a pas d'assurance quand on est malade, on se prend en charge nous-mêmes. Quand tu travailles, on te paie et quand tu ne travailles pas, tu n'auras absolument rien. On n'a pas de congé, ni de samedi, encore moins de dimanche. La retraite, n'en parlons même pas. Notre solde de base est de 80 000 francs CFA et plus. Mais on touche 50 000 francs avec peine, que ce soit le taximan, le car Ndiaga Ndiaye ou encore les minibus Tata. La liste des difficultés ne s'arrête pas là, bien au contraire, elle s'allonge. Ces transporteurs estiment qu'ils subissent très souvent les assauts des hommes de loi et ceci n'engendre que des problèmes. Parfois, la loi est violée par les forces de l'ordre elles-mêmes. Elles te prennent tes pièces et enfilent une moto qui n'a même pas de numéro d'immatriculation pour qu'on puisse les reconnaître. J'ai perdu mes pièces comme ça. On aimerait avoir une société qui nous prête des voitures avec garantie, mais ce n'est pas le cas. On nous paie 100 000 francs CFA de salaire qui ne peut même pas régler tous nos problèmes. On se lève à 4 h du matin et on descend vers minuit, et même parfois plus, pour un salaire de misère. Est-ce possible ? Au dire de ces chauffeurs, seul l'État peut leur offrir un meilleur avenir. Ceci en imposant une loi qui les aide à mieux se structurer pour de meilleures conditions de travail des transporteurs. Justement, à l'occasion de la célébration de la fête du travail, le ministre de la fonction publique du travail, du dialogue social et des organisations professionnelles Mansour Sy rend visite aux responsables des centrales syndicales. À leur siège, nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Actualité sur l'international, malgré le climat de violence, les électeurs irakiens sont nombreux à se rendre aux urnes ce mercredi pour choisir parmi les 9000 candidats à ce scrutin législatif. Nouri Al-Maliki a d'ores et déjà assuré de sa victoire. Malgré un bilan très critiqué, il est donné favori et entend bien être reconduit à la tête du gouvernement irakien. Le chiite Nouri Al-Maliki a voté ce matin à Bagdad. Il se dit sûr de sa victoire. 20 millions d'électeurs sont appelés à choisir 328 députés, première législative depuis le retrait américain fin 2011. J'invite tous les Irakiens à aller aux urnes et à participer en grand nombre à l'élection, dit-il. C'est un message dissuasif aux terroristes et leur infliger une gifle et de conclure, personne ne doit rater l'occasion d'utiliser son droit de regard sur cette élection. Bravant les menaces d'attentats, les Irakiens se rendent aux urnes avec des espoirs de changement. Car les reproches à l'encontre de l'actuel gouvernement sont nombreux. Le pays est miné par un chômage élevé et une corruption massive. Quant à la violence, elle est quotidienne. Depuis le début de l'année, plus de 3000 personnes ont été tuées. Les autorités dominées par les chiites les attribuent généralement aux insurgés sunnites, exacerbant les tensions confessionnelles. À Bagdad, devant ce bureau de vote, les électeurs veulent croire à un avenir meilleur. On ne veut pas de cette vie, dit cette femme. On est contre ce qui se passe, contre ces explosions. Si Dieu le veut, ces attentats doivent cesser pour que nous puissions vivre en paix. Ces élections sont comme une nouvelle union entre l'Irak et les Irakiens, estime cet autre électeur. Nous voulons que les choses changent. C'est un objectif et une ambition. Nous ne reviendrons pas en arrière. Malgré le dispositif sécuritaire, la journée a été marquée par plusieurs attaques meurtrières faisant une dizaine de victimes, dont 2 membres de la commission électorale dans le nord du pays. À Bagdad, cet envoyé spécial de l'ONU a rendu hommage au travail de cette commission. Elle a préparé ce scrutin de manière très professionnelle, dit-il. Toutes les forces politiques de ce pays peuvent lui faire confiance. Elle fait de son mieux pour que les élections se déroulent de manière convenable. Notre envoyé spécial à Bagdad confirme l'ambiance sur place.
Des sentiments mitigés dominent les Irakiens aujourd'hui, dit-il, entre l'espoir d'un avenir meilleur et la crainte face aux violences qui pourraient se produire devant ces bureaux de vote. Durant toutes ces élections, les menaces d'attentats suicides ont pesé sur une population irakienne très fatiguée par la situation et qui rêve de changement. من أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد محمد شيخ إبراهيم ليورونيوز. Chez nous, en sport football, la Fédération sénégalaise de football officialise son nouveau contrat avec Orange. Ainsi, c'est une enveloppe de plus de 1,5 milliard de francs CFA que le sponsor leader va mettre sur la table de la Fédération chaque année. Un partenariat salué par l'instance fédérale. Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, s'en explique ici au micro de Adam Akandé. Globalement, il s'agit d'un contrat qui est revalorisé dans la mesure où, au niveau du montant de la subvention annuelle, au niveau du périmètre qui a été pris en charge, il y a eu des améliorations. Notamment en termes de masse, on peut retenir qu'aujourd'hui, le montant global du contrat se chiffre à 1,590 milliard avec une partie subvention qui représente à peu près 900 millions sur 4 ans, une partie qui représente les primes de qualification de nos différentes équipes, c'est-à-dire l'équipe A, l'équipe locale et l'équipe olympique. Donc cette partie-là se chiffre à 450 millions et il y a une valeur marchandise qui représente 240 millions. Et je pense qu'il faut saluer ce partenariat et surtout les efforts constants que Orange fait pour accompagner le football. Et je peux me permettre de dire que sans des partenaires comme Orange, il aurait été difficile de réaliser les pas qu'on a fait tant sur le plan local ces dernières années avec des compétitions régulières tant en football amateur qu'en football professionnel, qu'en petite catégorie et en football féminin, mais aussi avec nos équipes nationales qui de plus en plus sont en train de s'autonomiser. Aujourd'hui, je peux dire que mis à part l'équipe A, la fédération prend en charge pratiquement toutes ces autres sélections et je pense qu'il faut saluer ces partenariats qui doivent se multiplier et surtout dire un grand merci à Orange qui est vraiment le partenaire du sport et surtout le partenaire du football depuis toujours et qui est prêt à nous accompagner sur les prochaines échéances tellement importantes pour notre football, c'est-à-dire la prochaine CAN senior au Maroc, mais aussi le CHAN U20 que nous organisons ici chez nous en mars 2015 et bien entendu les prochains JO. Pour le partenaire Orange, c'est un devoir pour la structure d'accompagner le football. Nous écoutons Mme Awagnan, elle est la directrice de la communication d'Orange. Nous réitérons notre promesse d'accompagner le développement du football aussi bien local, puisque nous avons vu récemment lors des dernières sorties avec la Ligue sénégalaise de football professionnel, l'accompagnement d'Orange auprès des compétitions locales, mais aussi au niveau international par l'accompagnement de l'équipe A masculine, l'équipe B et enfin l'élargissement du scope à l'équipe olympique. On se réjouit d'un tel partenariat puisque nous sommes sponsors et partenaires numéro 1 du football. Il est évident que sur le plan continental avec notamment la posture africaine à travers les compétitions de la CAF, que nous soyons auprès de notre football tant aimé local, quelles que soient les performances de l'équipe. Bien évidemment, l'accompagnement que nous faisons auprès de la Fédération sénégalaise de football a pour objectif justement d'aider à ce développement pour que nous puissions ramener ce titre tant convoité sur le plan continental, aussi bien au niveau des seniors et on l'espère au niveau des juniors, puisque comme le disait tantôt le président, nous abriterons la CHAN en 2015 ici à Dakar. On s'inscrit dans la durée, nous l'avons prouvé, nous continuerons à le prouver et nous réitérons ici toute la satisfaction que nous avons à accompagner le football en tant que partenaire numéro 1 du foot au Sénégal. Voilà, sport toujours football. La finale de la Coupe de la Ligue de football opposera une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2 selon le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales effectuées hier par le Premier ministre Aminata Touré. Il s'agit des oppositions Diambar, NGB et Pikine Yego. Pour la Ligue 1, les matchs de Ligue 2 opposeront Saloum à Renaissance et Ndarguet à Guédiawaye Football Club. L'une des demi-finales se disputera entre équipes de la Ligue 1 et l'autre entre celle de la Ligue 2. Appréciant ce tirage au sort, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Saler Sek, a souligné qu'il s'agit là d'un heureux hasard. Je propose de l'écouter.
Et vraiment, nous lui en sommes gré parce que nous savons son emploi du temps extrêmement chargé. Alors maintenant, je pense qu'elle a voulu garder l'équilibre, puisqu'on voit effectivement qu'elle a soigneusement sauvegardé les rencontres entre les clubs de Ligue 2 et les clubs de Ligue 1 jusqu'à la finale. Et donc, elle a sécurisé une finale d'un club de L2 contre un club de L1. Pour la première fois dans la Coupe de la Ligue, on est sûr effectivement qu'on n'aura pas deux clubs de la même division qui joueront effectivement la finale. Alors ça, c'est la touche féminine, c'est la main féminine qui préserve tous les intérêts et qui garde l'équilibre. Et donc, bon, ben voilà, nous sommes très satisfaits effectivement de cette séance et avons donné rendez-vous à Madame le Premier ministre à la finale de la Coupe de la Ligue, qui sera une fête pour elle et pour tout le peuple sportif sénégalais. Les récompenses sont les mêmes que celles qui étaient prévues l'année dernière. Globalement, le club vainqueur touchera 20 millions de francs CFA. Le finaliste touchera 10 millions et les demi-finalistes 5 millions chacun. Et puis en bref, lutte avec frappe assure demain sur la 2STV, la première édition du drapeau Alou Mara, directeur général de l'agence de gestion du patrimoine battu de l'État. À l'affiche, le duel Khadim Sarr de l'écurie Falaye Baldé et Moudou Anta Tine de l'écurie HLM, un combat organisé par Manga Production et la 2STV. Voilà, c'est sur ces notes que nous bouclons cette édition d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme sur la 2STV. Retrouvez tout à l'heure à 21h Papa Léon dans Décryptage.